On ne sait jamais comment commence une histoire. Je veux dire que lorsqu'une histoire commence et que cette histoire vous arrive à vous, vous ne savez pas au moment où elle commence qu'elle commence. Je veux dire que vous n'êtes pas là à marcher tranquillement dans la rue et tout à coup vous vous dites tiens, voilà une histoire qui commence. Je veux dire, on ne le sait pas. C'est seulement à la fin, lorsqu'on réalise qu'on est embarqué dans une histoire, qu'on ouvre les yeux et qu'on se dit voilà, l'histoire est terminée. Elle est terminée, et parce qu'elle est terminée, on se met à entendre le silence. Le grand silence qui a failli vous noyer. Alors pour conjurer le silence, on tente de trouver les mots. Pour raconter. Même si c'est n'importe quoi. Mais un mot qu'on trouve au fond de soi, c'est comme un oasis dans le désert. On se précipite dessus et on le boit. On boit le mot. Moi, le premier mot que j'ai trouvé pour pouvoir raconter ce qui s'est passé, c'est le mot avant. Je dis avant, mais je ne sais pas depuis combien de temps je peux dire avant. Je dis parfois, avant j'étais un enfant. Mais quand est-ce que j'ai cessé? Je ne sais pas. C'est comme ça maintenant. J'entends les yeux qui parlent. Ils disent, avant la guerre. La guerre, c'est fixe. C'est un avant fixe. Parfois aussi, avant la mort d'un tel. Ça aussi, c'est fixe. La mort est fixe. Avant, je ne sais pas. Je m'appelle Abdel Wahab. Comme le chanteur. Mais tout le monde m'appelle Wahab. Et depuis peu, je peux dire avant. Et c'est parfois une catastrophe. Comment tout ça a commencé? Je ne sais pas. Je peux pas dire que je l'ai entendu sonner. Je peux pas dire. Je peux juste dire que je me suis retrouvée assise dans mon lit à me demander si j'avais rêvé. C'était possible. Il faisait nuit. Il faisait froid. Est-ce que j'ai rêvé? Puis je l'ai entendu sonner comme une réponse. T'as pas rêvé. Mais ça aurait pu. Dehors, c'était la tempête. Et toutes les machines de neige qui faisaient leur raffut. Un vrai boucan. J'aurais pu rêver. Pourtant, je me suis retrouvée le combiné à la main. J'ai dit allô d'une voix normale, on m'a dit. J'ai dit oui, on m'a dit. Et j'ai raccroché. Dehors, une tempête de neige. À la météo, on l'avait annoncé pour le lendemain. Mais elle est arrivée pendant la nuit. Je marche dans une rue glacée. Il tombe des lames de rasoir. C'est le froid, le grand froid de l'hiver qui vous décharne le visage, les doigts, les pieds. La me tremble, mais c'est pour autre chose. J'attends. L'autobus boite jusqu'à l'arrêt, mais le feu tourne au rouge. Il s'arrête. On ne sait jamais comment commence une histoire. On ne sait jamais. Je veux dire que je n'étais pas assis à attendre que ça arrive. C'est arrivé. Je dormais. Dring. Ah, bien vite. Schlac. Congélateur. Autobus au coin de la rue. Feu vert. L'autobus s'arrête. Les portes s'ouvrent. Je monte. Plus jeune, le mot avant appartenait surtout à mon père. Ma mère. Ma mère disait, avant la guerre, le pays était beau. Elle parlait de ce pays lointain, pays des ancêtres, des sèvres et de l'eau, des montagnes et du soleil, pays perdu, pays vaincu. Et moi, loin de la guerre civile, ma sœur jumelle, assis dans un coin du salon d'où j'écoutais les grands parler entre eux, j'imaginais une grande promenade ensoleillée. La mer venait se ravager au pied des passants, qui, pantalons bord roulés jusqu'en haut des genoux, marchaient en tenant leurs souliers dans leurs mains.
Mon père disait avant mon mariage, et je voyais un homme libre. À cet âge, j'étais surtout aux prises avec les plus tard. Plus tard, tu seras grand, tu comprendras, tu pourras, tu feras, tu iras. Et moi, je me gavais d'impossible. Aujourd'hui, tout cela est pour moi un avant. Et je suis dans ce plus tard, si souvent désiré, si puissamment rêvé. Et je peux vous dire que ce plus tard, maintenant que j'y suis, eh ben je l'ai dans le cul. Je suis assis au fond de l'autobus, je suis devenue grand, et je me jette le cul. Et personne ne sait qui je suis et ce qui m'arrive. J'essaie d'imaginer comment ça va être. Avec un peu de chance, j'y arriverai l'année dernière. J'ai pas de bagnole, je conduis même pas. Alors j'ai payé ma place dans l'autobus. Ça a failli mal finir. Il me manquait 25 cents. Il a fallu parlementer avec le chauffeur. J'ai pourtant essayé de passer en douce en mettant toute ma monnaie d'un coup dans sa tirelire. Mais il avait l'oreille. C'était un fin, un malin. Il devait être chauffeur depuis longtemps. Sans regarder, juste au son des pièces qui tombaient au fond de la boîte en métal, il a su. Il lève sa main, je m'arrête, je recule. Il me regarde pas, il tient sa main levée et il me dit « Il en manque !» C'est tout ce que j'ai. Il en manque. On tournait en rond. Alors, Alors il manque 25 cents. je sais plus comment tout ça s'est terminé. Il y a des dialogues que je préfère oublier. Je lui ai dit je vais à l'hôpital. T'as raison d'aller à l'hôpital. Quand on est malade dans sa tête, on se fait soigner. Ma mère est en train de mourir, connard. Et tes 25 cents, tu peux te les fourrer au fond du cul. C'est sorti d'un coup. Il a rien dit, je suis allé au fond. Et j'ai entendu le chauffeur dire aux passagers assis à ses côtés. Encore un Christ de français. Je suis pas français, je t'emmerde! J'ai hurlé. Au moins, il y a ça. Quand notre mère est en train de mourir, ça nous donne certains droits. En manœuvrant bien, on peut en tirer un max d'avantages. Ça touche tout le monde. Ça ébranle quand on dit que notre mère est en train de mourir. Dans les yeux des autres, nous devenons porteurs d'un destin particulier. Lui, c'est quelqu'un, disent les gens à voix basse. Sa mère est en train de mourir. Ça impose le respect. On peut, je le répète, en tirer un grand bénéfice. Putain d'enfoiré de merde. Je frapperai quelqu'un. Si le chauffeur ose me provoquer encore une fois, je lui ferai avaler son tableau de bord avec tous les boutons. Merde! Assis au fond, je me parle en brassant des dents. Je me parle pour essayer de me calmer. Je me dis des mots, 1000 injures, contre toute la terre, et tout mon vocabulaire y passe. Dans les 3 langues, maternelle, adolescente et celle de maintenant. Va te faire foutre, gros tabernacle d'enfoiré de merde! Connard d'enculé de sein, cibord de crise de la croûte! Plein de mots, plein de phrases pour calmer la tempête de mon cerveau. Ma mère meurt, elle meurt la salope, et elle me fera plus chier. Si j'avais un flingue, je me logerais une balle pour calmer la dispersion. Une vague immense me prend de l'intérieur et m'emporte et me fracasse contre les récifs de ma douleur. Elle jette mon cœur sur le plancher noir de l'autobus et mes yeux sont secs et j'étouffe, seule au fond de mon autobus, étranglée par l'obligation dans laquelle je suis d'aimer ma mère parce qu'elle meurt, alors que depuis si longtemps, son visage, le visage de ma mère, est resté oublié, enfoui quelque part au fond du désert de ma mémoire. Depuis cette grande transformation, arrivée il y a de cela 10 siècles. J'avais 14 ans. Et merde! Un jour, ma mère s'est mise à avoir un visage autre. C'est peut-être ça le début de mon histoire. Le jour de mon 14e anniversaire, ma mère s'est retrouvée avec un visage tout autre. Je veux dire, du tout au tout. Et personne ne s'en est étonné. Et personne ne m'a rien dit. Alors j'ai fuyé. Quand on m'a rattrapée, on m'a demandé « Waouh, pourquoi t'as fait une fugue ?» J'ai répondu que c'était parce que j'avais peur du visage changé de ma mère. On m'a amené voir un médecin. Une vraie tronche de cake. Il m'a reposé la question et j'ai répondu la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle a fini par me demander la tronche de cake. Quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui? Je veux dire qu'avant, ma mère avait un autre visage que celui qu'elle a maintenant. Je ne comprends pas. Comment différent? Oui, différent. D'un coup. Elle a vieilli? Non, comme s'il s'agissait de quelqu'un de différent. De vraiment différent. Je ne te suis pas. Tu veux dire que ta mère n'est plus ta mère? C'est ce que j'ai cru au début. Une invitée, une amie de la famille, j'en sais rien. Mais non,
C'était elle, mais avec un autre visage. Il est comment, le visage de ta mère? Rond, les yeux verts, les cheveux coiffés avec de la laque. Et puis? Et puis l'autre jour, je rentre de l'école, elle a un visage pâle, des yeux délavés et cette longue chevelure blonde. Elle est mince et tout le monde fait semblant que c'est normal. C'était quand? Il y a 2 semaines, la journée de mon 14e anniversaire. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je te demande. Bah rien, je vais fermer ma gueule, et puis c'est tout. Bon, c'est ma mère, je le sais, ma tête le sait. C'est peut-être suffisant, c'est tout. Il n'a plus rien dit. Je ne l'ai plus revu. Aux autres non plus, je n'ai plus rien dit. Je voulais juste qu'on me foute la paix. J'avais mes copains et ça allait. J'avais au fond de moi les visages oubliés de ma mère. Pour le fixer dans ma mémoire, j'ai commencé à le dessiner. À dessiner le souvenir que j'avais d'elle. Au début, c'était maladroit, on ne reconnaissait rien. Les yeux en amande, le visage à plat, aucune perspective, je ne savais pas. Aujourd'hui, je sais un peu mieux et je me rapproche de ma mémoire. J'en ai marre et j'étouffe à mort. Il reste 3 arrêts avant d'arriver à l'hôpital, mais je m'en fous, je tire la corde. Le chauffeur me jette un regard à travers son rétroviseur. Le feu passe au vert, l'autobus redémarre. Bon, je me lève pour me rapprocher de la porte. C'est pas l'hôpital encore. Je sais. Petite grosseur. Je ne réponds pas. Je descends. L'autobus s'en va et je reste sur le trottoir. Je sais pas. Le fait que le chauffeur pense que j'ai menti pour payer moins cher ma place m'affecte plus profondément que la raison pour laquelle je suis là. À cette heure, on ne peut pas dire s'il est tard dans la nuit ou très tôt le matin. C'est peut-être ça que je commence à trouver le plus épatant. Ne pas ressentir les émotions qui s'accordent à la situation. C'est tout de même tuant. À la télévision, les héros pleurent quand ils sont tristes et rient quand ils sont heureux. Dans mon cœur, je pense qu'il y a un bordel monumental. Un désaccord entier entre la réalité et mes sentiments, tellement que tout finit par sortir, mais par des combinaisons étranges. C'est comme ça. Je marche dans la rue. Elle est peut-être morte à cette heure. Qu'est-ce que ça me fait, je me demande. Rien, je réponds. La voix de mon frère était décisive, tranchante. Allô? Oui? J'ai raccroché. Ils sont sûrement tous arrivés, les autres, la famille, sûrement tous en train de pleurer. Le vent souffle en rafale. Il m'arrache les yeux. L'hôpital est là. Quelque chose m'y conduit. Ma vie au complet. Je traverse la dernière rue. Je la traverse. L'hôpital est là. Je rêvais qu'il crève sans bruit. Crise cardiaque ou thrombose. Accident d'auto, noyade. Quelque chose de sec, de net. Le définitif du premier coup. Sans symptômes avant-coureurs. Ni chimio, ni radio, ni rien, ni merde. Pas le temps qui passe. À peine le temps de dire ouf. Faut être orgueilleux pour mourir d'un cancer. C'est long et ça fait chier, je le sais. Combien de fois, merde, elle m'a appelé en hurlant en pleine nuit. Wahab! Wahab! Et moi, arraché au sommeil, ramené d'un geste sur le continent de la conscience, enlevé des bras de l'oubli, j'arrivais dans sa chambre. Les autres dormaient, mon père ronflait. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal, Wahab! Où tu as mal? Mon Dieu, j'ai mal! Où ça? J'ai mal! On tournait en rond. Et moi, je ne savais plus si j'étais éveillé ou endormi. Depuis quelque temps, elle avait investi mes nuits. Je rêvais qu'elle m'appelait et que je me levais. Le mouvement me réveillait et je me retrouvais dans mon lit. Parfois, elle m'appelait vraiment. Avec le temps, la différence entre le rêve et la réalité s'est estompée. La mer et le ciel, lorsqu'ils se confondent à l'horizon, même couleur, plus de traits. J'ai mal, Wahab. Je sais. Masse-moi les pieds. Je m'agenouille au bout du lit. Un enfant qui prie. Je commençais par lui caresser les chevilles, des poils fins sous ma main. Ah bon?
Elle se passait la cire pour avoir les vents de douce. C'était il y a longtemps, avant même la métamorphose. Maintenant, elle n'avait plus besoin de se faire belle. Elle allait mourir. Je lui soulevai ensuite la jambe et lui massai le talon. Peau rêche, peau morte, ce talon qui avait tant servi, qui l'avait soutenu, était à présent inutile. Puis, en pianotant des pouces, je massai la plante des pieds. L'arc, là où la peau est si douce. Je m'appliquais. J'imaginais que sa douleur lui sortait du corps. Pas un espace que je ne caressais, en y mettant toute la tendresse dont j'étais capable. Je me disais que ma mère avait beau avoir un visage autre, elle avait toujours les mêmes pieds. Quand je pleurais, je retenais mon souffle pour qu'elle ne se doute de rien. Il fallait que la douleur sorte, la sienne, la mienne. À la fin, j'étais épuisée. Je recommençais à rêver. Je m'endormais, ma tête sur ses pieds. Dans le meilleur des cas, elle s'évanouissait. Dans le pire, elle pleurait. La douleur était grande. Il n'y avait rien à faire. Rien. Je restais là à la regarder brûler, et je ne savais plus qui j'étais. Et parce que le silence qui s'installait était à vomir, à tuer, à écraser, à égorger sans pitié, je finissais par me demander qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que je peux faire? Et c'était comme lorsque j'étais petit, et que je revenais en pleurant pour trouver consolation entre ses bras. Mais là, ses bras étaient coupés. Il n'y avait plus de consolation possible. Plus de consolation. Simplement le métal foudroyant de la réalité. Elle, avec son visage d'inconnu, elle me regarde. Et je pense qu'elle est peinée par ma peine. Touchée par ma peine, comme si elle venait d'apprendre qu'elle était quelqu'un pour qui l'on pouvait éprouver de la pitié. Peut-être mon plus beau cadeau, imprévu et insupportable. Devant moi, il y a un Père Noël. Ah bon? C'est pas une farce. Il y a un Père Noël. Un vrai. Je veux dire, il est là, sous la neige. Il marche sur le trottoir en face de moi. Il avance. Un Père Noël tout y est. Habit rouge, barbe blanche, bottes noires. Je l'ai pas vu arriver. Il est là, je sais pas. Il est apparu. Avant, il m'arrivait souvent d'avoir des apparitions. Une apparition, je me dis, mais non, réaliste, à fond. Il doit sortir de l'hôpital, une tournée auprès des malades, les enfants, tout ça. Tout de même, ça me fait un drôle d'effet. Il arrive à ma hauteur, s'arrête. Il devait tenir ses clés entre ses mains. Je ne le vois pas les sortir de ses poches. Il ouvre la portière de sa voiture. Il se penche. Il a un gros cul. Il met le contact et il se redresse, muni d'un petit balai. Et sans en avoir l'air d'y penser, le Père Noël commence à déneiger les vitres et les pare-brise de son auto. Je ne sais pas, je ne bouge pas. Il fait le tour sans me regarder. Il balance son petit balai sur la banquette arrière, remonte dans la voiture, claque la portière, change de vitesse. Il veut s'en aller. Il peut pas. C'est comme ça, il insiste, mais il n'y a rien à faire. Je regarde la voiture. La machine se met à fumer. Les roues tournent, spinent, glissent, crissent. Rien à faire. Il décolle pas, il accélère. En arrière, en avant, il reste sur place. Désespérant. Les roues vont dans tous les sens. À gauche, à droite. Ça ne veut rien savoir. C'est à pleurer. Je bouge pas. La voiture non plus. Ça dure. Il tente un grand coup. Il appuie sur la pédale à fond. La voiture hurle, il s'enfonce, il s'écœure, il s'arrête. J'attends. La portière s'ouvre. Le Père Noël sort de sa voiture en disant « Tabarnak !» Il trouve une pelle en métal dans le coffre, puis se met à casser la glace et pelleter la neige accumulée autour de chaque roue. Ensuite, encore dans la voiture, il recommence. Même manège. En avant, en arrière, inutile, impitoyable. Il ressort, je ne bouge pas, il me regarde. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je vais à l'hôpital. T'es malade? Non, c'est ma mère, elle va mourir. Ah bon? A répondu le Père Noël. Il se tait, il me regarde. Je sens qu'il veut me demander quelque chose. Il ne sait pas comment.
C'est pas le fun, dit-il. Non, je réponds. Un grand dialogue. Je ne bouge toujours pas. Il se gratte la tête en regardant sa voiture. Ouin, il dit. Je le vois venir. Il prend un petit temps de silence. Pour la forme, sûrement, pour pas que ça soit trop brutal. Je veux partir, mais il est plus rapide. Tu vas me pousser un peu? C'est parce que ma mère est en train de mourir. Ça va juste prendre une minute. Devant un pareil argument, j'ai pas su dire non. Il remonte dans sa voiture, il démarre. Je pousse. Ça décolle pas, on est pris, il insiste. Pousse sur le Père Noël. J'ai tout son pot d'échappement qui m'arrive dans la gueule. Pousse. Mais je pousse. Derrière les bras, Chris, pousse. Faut faire quelque chose. Lui dire quelque chose. Que c'est pas sérieux ou pas grave. Que ça va s'arranger. Qu'il suffit d'être patient. Puisque tôt ou tard, le soleil viendra tout faire fondre. La neige, c'est pas la mort. Ça reste pas pris autour des roues. Il y a de l'espoir. Faut que je lui dise, moi, au Père Noël, que le temps passera et qu'il oubliera. Bref, il faut que je me dégage de tout ça. Il finit par comprendre, il sort de sa voiture et là, vraiment, il a pas l'air content. Vous allez devoir appeler une remorqueuse, j'ai dit. Tabarnak, a répondu le Père Noël. Et je suis partie. Plus rien ne me sépare de l'hôpital. Pas une seule rue. Pas même un lampadaire. Un stationnement peut-être. Moi au milieu des voitures garées en ligne. Cimetière. Moi au milieu du stationnement. La porte de l'hôpital est vitrée. Mon Dieu, merde. Mes pieds sont trempés. Stop. Arrête, retour en arrière, casse départ. S'il vous plaît. Ou alors un accident. Une voiture piégée, un attentat, quelque chose, je sais pas, n'importe quoi. Un tremblement de terre. Mais non. Rien que la neige qui tombe. Ça n'a jamais tué personne. Il faut que je rentre. L'ascenseur s'arrête. Les portes s'ouvrent. Merde. Sous-sol, connerie. Les portes s'ouvrent. Un long corridor rose pâle avec des décorations de Noël accrochées un peu partout. Putain, s'ils pouvaient nous lâcher un peu avec leurs décorations de merde, c'est déjà assez laid sans en rajouter. J'avance. Je tremble. De chaque côté des portes avec des vieux qui crèvent. Pas aujourd'hui, mais demain. J'entends quelqu'un dire « Elle était jeune. » Un autre qui demande « C'est laquelle? » Je ne sais pas si on lui a répondu. Je ne suis plus là. Au bout du corridor, il y a un attroupement. C'est là. Je vois ma tante. C'est une grosse, une obèse, une émotive. Elle va pleurer quand elle va me voir. Elle va tellement être sûre de ce que je ressens qu'elle va vouloir me consoler. Cette connasse pense que je suis triste. Parce qu'à la télé, quand on perd sa mère, on est triste. Alors elle va me tomber dessus. Et merde, j'en ai marre de tout ce cirque. J'arrive à la chambre et l'obèse me tombe dans les bras. Elle meugle quelque chose. Je les hais et je sais pas pourquoi. Je te les mitraillerai. Tous, sans rancune. Ils sont tous là. Je les rejoins dans une chambre qui fait 3 mètres sur 4. Occupée par un lit simple. Et dans ce lit simple, il y a le corps de la femme à la longue chevelure blonde qui agonise. Elle a les yeux ouverts et regarde le plafond. Et de ses entrailles, à chaque expiration, surgit un râlement. Ma sœur Nawal lui tient la main. Et l'obèse est derrière le lit, penchée sur son visage, et lui hurle dans les oreilles des choses infâmes. Maria! Maria! Tu payes mon amour! Mais ferme ta gueule! Ferme ta grosse gueule de grosse vache, salope! Je dis rien. Il y a les autres. Les oncles et les tantes. Tous regardent. Mon père est là. Je le regarde. Nidal, mon frère, est à mes côtés. Tout le monde semble catastrophé. J'enlève mon manteau. Je le pose sur une chaise placée au bout du lit et sur laquelle personne ne semble avoir envie de s'asseoir. Ma mère râle. Elle râle et j'ai honte. C'est comme ça. Au dernier moment, la vie se raccroche. Et pour les autres, les vivants, attendre que la mort vienne,
C'est long comme l'éternité. Je n'en peux plus. Je sors de la chambre. Je vais au bout du corridor. Là, il y a une petite salle d'attente. Un sapin de Noël synthétique dans un coin, de faux cadeaux à ses pieds, et toujours les décorations. Une guirlande dorée suspendue en haut du mur est accrochée de part et d'autre par de petits rubans adhésifs. Elle ressemble à toutes les guirlandes. Elle est triste et banale. Je la regarde, en lettres vertes, dans une calligraphie vaguement moyenâgeuse. Il y a le fameux « Joyeux Noël et bonne année. Merry Christmas and Happy New Year. » Bon, joyeux Noël, Merry Christmas, ça va être difficile, mais bonne année and Happy New Year, je suis pas contre. Seulement, je sais pas comment faire pour y arriver. Je m'assois sur un sofa. Il y a quelques revues sur une table basse. Une vraie salle d'attente. Attente de quoi? Veuillez, s'il vous plaît, patienter ici. Votre mère ne tardera plus à crever. Ce ne sera plus très long. Merde, rien qu'à y penser, ça me fout la gerbe. À quoi ils ont pensé pour mettre une salle d'attente aux soins palliatifs? C'est sûrement de l'humour noir, du sadisme. Ils ont même placardé une petite pancarte sur le mur juste à l'entrée. Salle d'attente. Pour éviter les confusions. Ils veulent être sûrs que nous allons comprendre salle d'attente et rien d'autre, connard. Je veux me réveiller. Je veux essayer. Allez hop, debout là-dedans. Rien à faire. Je fais beaucoup d'efforts. Mais rien. C'est comme ça. Comme un couteau dans la gorge. Après 3 jours de fugue, je m'étais retrouvé dans une ferme, juste avant que la police ne me retrouve et me ramène à la maison. Je me suis retrouvé assis aux côtés d'une jeune fille qui ne parlait pas, Maya. Maya par qui la beauté m'avait été donnée. Nous étions tous deux au plus profond d'une tempête, au chevet de son grand-père. Le grand-père m'avait parlé des loups, et les loups m'avaient libéré de mes craintes. Il m'avait dit que lui, quand il était plus jeune, il avait peur des loups, et que, maintenant qu'il allait mourir, cette peur lui revenait encore plus fortement. Il m'a alors demandé de quoi j'avais peur. Je lui ai parlé de ma sœur jumelle, la guerre civile qui a décimé mon pays. Il m'a dit « raconte », alors j'ai raconté. Et là, assis dans cette salle d'attente, à attendre que ma mère meure, je me dis que c'était peut-être ça le début. Pas le téléphone, pas le visage de ma mère le jour de mon 14e anniversaire, non. Le début, c'est ma sœur jumelle qui a fait naître en moi la plus grande peur de ma vie. Je me souviens. J'ai 7 ans. Pays de mon enfance. Je suis accrochée au guidon de mon tricycle et je fais le tour du balcon. Je surclasse tous les records. Mon bolide fonce à des années-lumière de la Terre. Je dois me rendre de toute urgence à la planète Vulgus où se joue le sort de l'humanité. Je n'aurai aucune pitié pour les monstres monstrueux. D'ailleurs, bien fixé sur mon guidon, tout près du klaxon, mon canon à laser me permettra de pulvériser tous les vulgaires vulgusiens. Ma mère m'énerve. Sa présence me rappelle que je suis toujours à la maison et non pas dans l'hyperespace. C'est pas grave. Mes yeux la transforment aussitôt, elle et sa planche à repasser, en un gnome spatial horrible à écailles de morue et à yeux de mouche. Et je fonce, et je pédale, libre comme l'air. Calme-toi et roule moins vite, me hurle le gnome à la planche à repasser. Et moi, courageux comme pas un, lui réponds que le venin infâme qui lui sort de la bouche ne saura pas m'arrêter dans ma mission. L'humanité m'attend et je ne faillirai pas. Victoire! Le gnome va en retraite. Mais pas pour longtemps. Le gnome revient et me dit qu'il faut que je me dépêche pour aller rendre visite à tante Hélène. Je pleure, remue, me débat, me défends, mais rien à faire. Me voilà dans l'ascenseur en compagnie du gnome et on descend les 7 étages.
étouffante. Le soleil fond sur la ville. Ma mère me dit attends. Elle entre dans un magasin pour acheter des cigarettes. Je ne bouge pas. Il y a des voitures. Plein. Des klaxons. Toujours. Je dis, en imitant la voix de ma mère, mais pourquoi ils klaxonnent? Un autobus passe. Plein à craquer. Il s'arrête devant moi. À la radio, une chanson joyeuse. Je regarde les passagers. Ils sont drôles. Il y a des femmes, des vieux, il y a des gros, des minces, des maigres, et ils suent. Un enfant de mon âge me sourit. Je m'approche, je lève la main. L'autobus ne bouge plus. En arrière, on klaxonne pour que ça avance. Le garçon me lance par-dessus la grue une phrase d'une chanson. Je fais semblant que je suis une danseuse du ventre. J'exécute des mouvements. On rigole. Lui dans l'autobus, moi dans la rue. Plus rien n'avance. Le chauffeur est en colère. Il engueule tout le monde. Une voiture arrive en sens inverse et freine. Les pneus hurlent, les portières claquent, des gens courent. Je ne comprends pas. Mon ami ne me quitte pas des yeux. Tout va trop vite. Un homme arrive avec un tuyau d'arrosage et inonde la carrosserie de l'autobus. Je repense à ma mère et à ses conseils pour arroser les herbes délicates. L'eau a une drôle d'odeur. Les passagers sont éclaboussés. Un mouvement de panique s'empare d'eux. Ils hurlent. Veulent sortir, mais ils ne peuvent pas. Quelqu'un a bloqué la porte du véhicule. Des gens courent. Ils crient. Ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas de l'eau. C'est de l'essence. De l'essence! Je regarde mon ami. Il est trempé. Il fait chaud. Il a les yeux grands ouverts. L'homme arrose toujours. Le chauffeur le supplie. Au nom de ta mère. Au nom de ta mère. Va te faire foutre, lui répond l'autre. Et il lui tire une balle dans la tête. On crie. Le chauffeur tombe sur le klaxon. Des hommes partout. Mitraillette entre les mains. Une femme veut sortir par la fenêtre. 3 longues rafales. D'un coup, vraiment, sans passage, d'un coup, l'autobus flambe. Il flambe avec les vieux, les femmes et les gros. Il flambe, tout flambe. La femme ne bouge plus, à cheval sur le rebord de la fenêtre. Elle brûle, sa peau coule. Je fixe les yeux de mon ami. Il me regarde toujours. La fumée me fait pleurer. Ça sent la viande cramée. Je suis seule. La ville s'évapore. Je flotte au milieu de rien. Brume épaisse. Les mitraillettes crépitent. Le klaxon pleure. Le feu avale tout. Et dans l'éclat des flammes, à l'intérieur de la carcasse rougeoyante de l'autobus, j'aperçois la silhouette d'une femme vêtue de noir, avancer vers mon ami. Ses mains et ses bras sont de bois, son visage voilé. Elle n'existait pour personne avant. Elle n'avait pas de corps, pas d'âme. Elle est née du feu. Et maintenant elle est là. Je la vois. Je la vois saisir mon ami à la gorge. Je la vois lui tordre le cou, lui arracher la tête, la porter à sa bouche et la dévorer. Elle se retourne vers moi. Je ne peux pas fuir. Qui est-elle? Il n'y a plus rien. Plus de lumière. Plus de beauté. Plus de beauté.
J'ai tout raconté au grand-père de Maya. Il avait souri. Il m'a dit, il n'y a qu'une peur d'enfant pour terrasser une autre peur d'enfant. Aie confiance, Wahab. Peut-être qu'un jour, tu seras face à la femme aux membres de bois. Et tu auras peur. Tu auras très peur. Mais aie confiance. Laisse-toi pénétrer par cette peur. Laisse-la te traverser. Et quand elle sera sur toi, et que tu penseras, je suis perdu, les loups surgiront, la horde arrivera en courant pour te délivrer de l'horrible femme. Et vous, lorsque les loups, à l'instant de ma mort, m'apparaîtront, la femme, aux membres de bois, surgira de ma mémoire, et avec ses mains, elle leur brisera le cou et me sauvera. Il n'y a qu'une peur d'enfant pour terrasser une autre peur d'enfant. Dans la salle d'attente, pas loin du sapin, il y a le piano droit. Je ne sais pas jouer, mais bon, c'est pas grave. Je m'y assois, je caresse les touches, je fais résonner quelques notes, les blanches, les noires sont trop dissonantes. Il n'y a plus d'échappatoire. Merde. Il n'y avait plus rien à faire. Plus rien à faire. Comment continuer maintenant? Je veux dire, continuer pour aller où? On n'a pas le choix. Dernière ligne droite. Je pilote toujours, tout doux, sans faire de bruit, note après note. Mon frère surgit. Le présent est le maître. Il se venge. C'est maintenant. Ce sont ses propres mots. Viens, c'est maintenant. Ces mots, je n'invente rien. Il repart sans m'attendre. Bon, je le suis. Je ne vois rien. J'oublie tout de ce trajet. Je le suis, pas à pas, brouillard. Je me retrouve dans la petite chambre. Je ne me souviens pas d'y être entrée. Je suis debout entre la porte à ma droite et Nidal à ma gauche. Lui et moi plaqués contre le mur. Toute la famille est là. Il s'est même ajouté une cousine ou deux. L'infirmière, seule, est assise sur le lit. Ma sœur, au visage perdu, tient la main de la femme à la longue chevelure blonde. Et l'autre grosse truie hurle sans cesse. Mariam! Mariam! On est avec toi! Ouais, vachement qu'on est avec elle. Elle meurt et toi tu as bouffé du magret de canard au repas d'enterrement. C'est certain qu'on est avec elle. Toi en première ligne, connasse. Mais je dis rien. La femme à la longue chevelure blonde agonise. L'infirmière attend. La grosse meule. Mariam! Mariam! L'infirmière s'écœure. Madame, taisez-vous. Elle a besoin d'être seule pour mourir. Elle s'est fermée. Ils ont tous fait silence. Seules les expirations sonores, mais les râlements de la mort, ça aussi, c'est le silence. Je regarde le ventre de ma mère. Son ventre qui s'étire et se détend pour les toutes dernières fois de sa courte existence. Je regarde son ventre. Il n'y a pas si longtemps, j'étais. Elle m'a porté et a accouché de moi en poussant les mêmes cris que son agonie arrache à ses entrailles. Et parce que j'ai connu ses entrailles, pour un instant je deviens frère de l'agonie. Je la vois mourir. Je vois son ventre mourir. Plus rien ne peut m'y faire entrer à nouveau, m'y faire retourner. L'histoire est désormais ancienne. J'ai le sentiment qu'en assistant à sa mort, j'assiste à ma propre naissance. Stop. C'est là. Ma mère meurt, Ma mère meurt. 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 Son visage se crispe. Ses muscles se tendent. elle va lâcher la branche. Sa tête tombe sur le côté, vers la porte, vers mon frère et moi. Elle souffle son dernier souffle. Le dernier, qui s'étire, et au bout duquel s'écoule un peu de sang noir de sa bouche, comme le dégoût qu'elle a de cette vie faite d'inquiétude, de cris, de peine, puis rien.
On attend l'inspiration nouvelle. Mais rien. Plus d'air. Fixe. Statue. Voilà, elle s'est tue. La page est tournée. Point final à sa vie. La couverture du livre qui se referme. Bientôt le couvercle du cercueil sur son visage oublié. Le registre de son existence achevé. Je lève la tête. Je sais pas pourquoi. Regarde ailleurs. Je vois l'heure au-dessus de moi. L'horloge de la chambre indique 7 heures précises. Le destin lui a fait ce maigre présent, de l'emporter à une heure ronde. Silence. 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 Tout le monde fait silence. Plus de larmes, plus de sanglots. La mort. Je le regarde. Il fixe le cadavre. J'entends une voix gronder en eux. Je ne veux pas finir comme ça. La peur leur ferme la gueule. Donc, c'est sûr. Cet état de dignité généralisé qui s'est imposé à l'Assemblée ne pouvait pas durer longtemps dans une famille pareille. Voilà le naturel qui reprend le dessus. Tout s'effondre. Ça recommence. On s'émeut. Et comme la morte est morte, on peut s'en donner à cœur joie. Il ne pleure pas. Il n'hurle plus. Même pas. Il s'étrangle de leur ululement. Je commence à envier la morte. Elle ne peut plus les entendre. Nidal, seul, fait de ses larmes des perles de silence. Appuyé sur moi, il pleure la mort de sa mère. Ma peine est grande pour lui. Je jette un coup d'œil vers Nawel. Elle ressemble à ces athlètes qui reprennent leur souffle après avoir couru un 100 mètres. Je la regarde. Je la trouve belle dans sa fatigue. De nous tous, c'est clairement celle qui a remporté l'épreuve. Elle ne pleure pas. Moi non plus, je ne pleure pas. J'ai trop souvent vu ça à la télé. Mon père non plus ne pleure pas. Les autres font très bien ça à ma place. L'infirmière finit par me demander de sortir. Elle doit nettoyer la morte, lui fermer les yeux et lui placer les bras dans une position convenable. Il faut ce qu'il faut. La mort a ses exigences qui règlent les effusions. L'infirmière referme la porte et on se retrouve tous dans le corridor sous les décorations de Noël. Le ridicule ne tue pas. Dispersion lamentable, pleurs artificiels. Nawel s'approche de moi. Qu'est-ce que tu veux faire, Wahab? Je vais y aller. J'accroche mes toiles ce soir. J'expose dans 10 jours. J'ai trouvé mon dernier tableau. T'as besoin d'argent? Non, ça va. Tu as besoin de quelque chose? Si tu veux le vernissage, Noël, ça me ferait très plaisir. Elle comprend, elle m'embrasse. Je veux partir. Mon manteau. Oui, mon manteau. Oui, mon... Putain, merde! À quoi ça tient? Ça arrive toujours du côté où on l'attend le moins. Ça tient à rien. Merde! Vraiment, à rien, j'allais partir. J'ai embrassé ma sœur et je m'en allais. Merde! Soit j'y vais tout de suite, soit j'y vais plus tard comme il y a longtemps. Soit je me fais tuer tout de suite, soit je me fais tuer plus tard. Je me rapproche de la porte. L'infini à portée de main. Avec un peu de chance, l'infirmière y sera encore. Personne ne me voit. Pourtant, on est collés les uns aux autres. Je m'étonne un moment que personne ne soit retourné. Mais au fond, nous sommes tous pareils. Personne ici ne doit avoir envie d'aller tout seul là-dedans. Bon, j'ouvre la porte, je rentre, je referme. L'infirmière n'y est plus. Le corps repose droit sur son lit. Je le regarde pas. Mais sa présence m'imprègne à chaque instant. Je vais vers mon manteau. Je regarde le mur. La morte est derrière moi. J'imagine un instant qu'elle se redresse dans son lit. Et j'ai envie de mourir. Une chaleur de volcan me monte à la tête. Et malgré la sueur, et la crainte, et la mort, et la folie de cet instant, je continue à me rapprocher à la réalité en posant des actes précis et clairs. Je prends mon manteau, je le mets, je le zippe, je suis prêt, je me retourne. La femme aux membres de bois est debout dans la chambre. Je veux fuir, mais je ne peux pas bouger. Elle est là.
C'est la guerre dans la chambre, celle de l'autobus en flammes il y a longtemps. Je veux hurler, mais rien ne sort, rien. Elle fait un pas en avant, jambe de bois. Et moi, je la regarde toujours, incapable d'en détacher les yeux. Je la regarde. Je regarde son visage et je la reconnais. Avec toute l'enfance dont je suis capable, je la reconnais. Reconnais toute ma colère et toute ma peine. Reconnais ma rage et ma haine. Je la reconnais. Elle s'approche, tend ses bras de bois et me hurle comme elle me hurlait au cœur de mes cauchemars anciens. Ton cœur est à moi! Ses mains se crispent, mains de bois. Je suffoque, je ne crois pas mes yeux. Aveugle, aveugle, j'ai été aveugle. Elle peuplait mes angoisses et mes nuits, me terrassait chaque fois qu'il faisait noir, faisait hurler mon âme, tourmentait mes solitudes, et je ne l'ai jamais reconnue. À elle seule, elle était l'éclatement de toutes mes douleurs. Tapie dans tous les recoins de mon âme, elle surgissait au moment où, au cœur d'une trop effrayante obscurité, j'invoquais la lumière. Elle apparaissait de mon aveuglement dû à la soudaine clarté et s'apprêtait à me dévorer. Son visage m'était demeuré caché. Ma peur était trop grande pour que je puisse le voir. Or, voilà qu'aujourd'hui il se révèle à moi. La femme, aux membres de bois, a un visage pâle, avec une longue chevelure blonde. J'avais vécu à ses côtés si longtemps sans me méfier. C'était elle, la femme aux membres de bois. La guerre, c'était elle. Le cancer, c'était elle. Je n'ai rien vu, rien compris. Je n'ai pas pris l'enfance avec assez de sérieux. Avoir mieux regardé, mieux écouté. J'aurais su me battre et éviter le sacrifice de ma mère. Mais j'étais trop petit. Et ma mère, courageusement, s'est dressée sur son chemin et s'est fait dévorer à ma place. Une louve défend toujours ses petits. Merci, maman. Pardon, maman. Il n'y a pas de Dieu, mais tout de même, je garde espoir. Je fais un pas en avant, et parlant à ma mère, en regardant les yeux de cette femme horrible, je dis « Maman, je sais que tu es encore là. » Ma voix n'a jamais résonné de la sorte. « Maman, je sais que tu es encore là. » La femme aux membres de bois se met à hurler, comme elle hurlait jadis lorsqu'elle cherchait à m'étrangler. Avant, je fuyais. Aujourd'hui, aucune échappatoire. C'est maintenant. Je dois faire face à la tempête. Mon blouson me protège. Je me rapproche d'elle. Elle est là, avec sa longue chevelure blonde et ses membres de bois. Hideuse, elle est là, terrifiante. Mais elle a beau me faire croire qu'elle va m'étrangler, qu'à l'instant, elle va me saisir la gorge et m'arracher la tête. Elle a beau investir toute mon imagination. J'avance vers elle, imperturbable, et je la regarde. Je regarde son visage. Je me tiens debout devant elle. Je tremble. Ma fin est proche et le gouffre est terrifiant. Elle hurle. Elle hurle. Je la laisse me dévorer. Ma chair se détache de mon visage. À chaque morsure, je coule. Je fonds. Je me décharge au feu insoutenable de sa haine. Du napalm à chaque hurlement. Mais je lui tiens toujours tête, désespérément. Je la laisse me traverser. Ses mains de bois tordent mon cou. Les ligaments se déchirent. Le cou craque. Les os se brisent. Je ne peux plus respirer. Et sans cesse, je regarde son visage. Je regarde son visage de mort et je suis en colère. Et mes yeux sont des volcans qui crachent du soleil. Je veux la croire en moi. Tout est perdu. La vie me quitte. Plus rien sous mes pieds. Plus de sol. Plus rien pour me sauver. Trop tard. Il est trop tard.
quelque chose en moi accepte. J'accepte. D'un coup, la porte de la chambre s'ouvre et je vois la horde des loups, de grands loups blancs du nord, entrer dans la chambre et sauter sur la femme en membre de bois et la dévorer. La grande louve lui attrape le cou. La femme crie, s'enrage, se débat, mais rien à faire, car les loups sont trop nombreux et ils portent en eux la colère de leur race. Elle me lâche. Je respire. Je reprends vie. Je retrouve des forces. Je la fixe à mon tour, je la mitraille des yeux. Je vois sa peur. Je plante mon dernier clou. Tu n'es plus maîtresse de ma vie. Elle entend ma colère. Ses yeux se noient et son regard se fissure. Et, à travers les interstices de sa laideur, je recompose, petit à petit, le visage oublié de ma mère. La chambre d'hôpital réapparaît. Avec elle, la chaise et les lumières et le corps de ma mère couché sur son lit de mort. La chambre est pleine de loups. Le sang noir de la femme aux membres de bois, encore fumant dans leur gueule enragée. Il n'y a qu'une peur d'enfance pour terrasser une autre peur d'enfance. Ma mémoire refait surface. Je regarde le visage retrouvé de ma mère. Visage de beauté. C'est un visage qui est mort. Je me penche. Je regarde son visage. La peur est conjurée, maman. Le voyage peut recommencer pour moi. Je me rapproche de son oreille. J'y colle les lèvres. Je respire son odeur. Elle est encore là, à peine perceptible, fleur blanche au milieu du chemin. J'essaye de lui dire mon amour. Je dis, j'aurais voulu te connaître, mais trop de peurs nous ont séparés. Tu resteras désormais au cœur de toutes mes couleurs. Pardon pour les inquiétudes. La mémoire recomposée. Je peux dire avant la tête haute. Le temps ne passe plus de la même manière. Le jour est levé. Je sors de la chambre. Je referme la porte. Je marche dans la ville. Je suis fatiguée. Le trajet jusque chez moi est long. Je marche sous la neige. Le printemps est encore loin. Je croise des passants. Ils ne se doutent de rien. Et c'est tant mieux. J'arrive dans mon quartier. Je m'assois sur un banc. Je regarde les gens. Un autobus passe, bondé. Pas de danger. Une vie bouleversante s'agite autour de moi. Je dois rentrer chez moi. Une histoire à terminer. C'est comme ça. Le froid m'engourdit. Je me lève. Je souris. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Simplement la vérité. Je ne sais plus pleurer. Je ne me suis pas épargnée
Bah, vous pouvez revenir hein, maintenant. C'est fini. Vous êtes scotché. Je présente Roman Bestion qui a fait tout le son du spectacle, qui est compositeur musique assistée par ordinateur. Qui a fait... L'année prochaine. Merci. Bon, là, c'est vraiment tout, là.